En 1954 paraît un ouvrage confidentiel, chez un éditeur de 28 ans, Jean-Jacques Pauvert, qui se vend à 1 millier d'exemplaires dans le petit Paris, destiné à des lecteurs qui étaient pour la plupart des hommes de lettres ou du milieu des lettres. On lit ce livre tout en y reconnaissant le soufre qui l'entoure, l'univers sadien, l'érotisme omniprésent, le sadomasochisme. Dans le livre, O, le personnage d'Histoire d'O, est une jeune femme que son amant, René, emmène dans un château à Roissy, où les hommes gouvernent des femmes devenues esclaves sexuelles. Ces femmes se soumettent par amour à leurs amants. L'auteur, Pauline Réage, est une femme. À l'époque, personne ne le sait. Beaucoup d'incertitudes entourent son livre. Personne ne sait encore que ce nom est un pseudonyme et que derrière ce pseudonyme se cache une femme de lettres plutôt connue, Dominique Horry, dont le nom d'enfance est Anne Desclos. C'est une figure du milieu de l'édition, notamment à la NRF. Elle était la secrétaire de rédaction de Jean Paulhan. Et elle était aussi sa plus proche collaboratrice, comprendre son amante. Et Jean Paulhan, d'ailleurs, il signe la préface de la première édition de 54. Si Histoire d'O paraît en 54 en France comme au Québec, il n'y connaît aucun problème juridique d'envergure en France. Mais ce n'est que 13 ans plus tard qu'il rencontre au Québec un soudain déferlement juridique. Tout commence un beau jour d'été 67, le 7 août plus précisément. La scène se passe comme suit. Plusieurs hommes entrent dans une fameuse librairie montréalaise, la Maison du Livre. Ils cherchent un livre en particulier, le demandent au comptoir. Si par hasard, ils n'ont pas Histoire d'O d'une certaine Pauline Réage. Le commis de la librairie répond par l'affirmative. Il farfouille derrière son comptoir dans la masse de livres et sort l'exemplaire que les hommes ont demandé. C'est là que commence l'affaire juridique qui durera presque 6 années. Les hommes en question ne sont pas des lecteurs très informés et très avides de lire le roman érotique de Pauline Réage, dont ils auraient pu entendre parler depuis sa publication en France, mais ce sont des policiers que l'on appelait à l'époque les squads de la moralité. On se croirait presque dans une scène de 1984 de George Orwell. Et donc si on lit un peu plus attentivement le procès verbal du premier procès, les policiers en question, des squads de la moralité, ils témoignent de leur découverte. Visiblement, d'ailleurs, on lit, ça fait une dizaine de pages, ils ont l'air très contents d'eux, mais ça a l'air d'être la découverte du siècle. Donc si l'on écoute le policier en chef de l'escouade de la moralité, qui s'était fait passer ce jour-là pour un lecteur assidu de romans érotiques, celui-ci explique au juge Jacques Anquetil, en charge de l'affaire, qu'il a sommé le libraire de répondre de la présence de ce livre dans sa librairie. Reconnaissant le livre, il admet aussi être le propriétaire de cette librairie. Cet homme, c'est Guy Delorme, et c'est lui qui, tout au long de la procédure, sera accusé par la Cour québécoise en juin 67. D'abord, les circonstances juridiques intriguent. Ce n'est pas à l'accusation de prouver de l'obscénité de l'ouvrage, mais bel et bien à la défense, c'est-à-dire à la défense de Guy Delorme, le libraire. Ils doivent prouver le contraire, autrement dit qu'Histoire d'O, qui se trouvait en sa possession dans sa librairie, n'est pas obscène au regard de la loi 150 du Code criminel. Je fais un petit retour en arrière pour que vous compreniez bien le contexte dans lequel, et le climat aussi dans lequel s'installe ce procès. Pour cela, je cite 2 exemples qui sont dans Liberté et obscénité de Jacques Hébert. Il a un premier exemple pour parler du pays prude qu'est le Québec. Et il cite, dans les années 50-60, ces voyageurs qui reviennent de France ou d'un autre pays européen, et à qui la douane enlève et retire certains livres jugés sensueux, mettons, et d'ailleurs ils s'en tiennent quand même aux apparences, parce qu'ils enlevaient par exemple le 2e siècle de Simone de Beauvoir. Visiblement, pas des féministes, mais bon. Ils enlevaient aussi les Fleurs du mal de Baudelaire. Donc, oui, la douane les confisquait. Et ça a changé à peu près en 62, après le procès de l'amende Lady Chatterley de D.H. Lawrence, parce que les douaniers ne pouvaient retirer plus que les livres ayant des illustrations ou des photos, qui leur semblaient immoraux ou indécents. Ce qui fait dire à Jacques Hébert que les douaniers sont comme les juges de l'époque, obsédés par le sexe. Il livre un autre exemple très amusant. Le voici. Un bibliothécaire me racontait que, se trouvant au service de la bibliothèque du Collège Sainte-Marie en 1958,
il avait constaté que tous les albums d'art avaient été revus et corrigés. Les nus de Renoir, de Matisse ou de Raphaël étaient ornés de soutien-gorge ou de maillots, dessinés à l'encre de Chine par quelques vieux frères gauchers de l'érotisme, mis à l'abri des tentations par grâce spéciale. J'imaginais quand même le frère qui s'adonnait au dessin sur les nus de Matisse. C'est longtemps. Donc, avant d'aller plus loin dans cette histoire juridique, je voudrais rappeler un autre contexte pour que vous compreniez ce qu'il y a en jeu avec ce procès. Le premier étonnement que l'on peut avoir avec le procès d'Histoire d'eau, c'est qu'il intervient donc, quelques années après, comme je disais, un autre gros procès littéraire, c'est celui de l'amant de Lady Chatterley de D.H. Lawrence. Pour rappel, l'œuvre anglaise, jugée à ses débuts obscène, avait été acquittée par la Cour suprême en 62, soit 5 ans auparavant, Histoire d'eau. C'était le début d'une nouvelle ère dans le droit canadien et la jurisprudence sur l'obscénité des œuvres artistiques, d'autant plus que 4 ans après, c'est l'index catholique qui est supprimé en France et l'index dans lequel étaient consignés les livres interdits en France et au Québec. Donc cet index est supprimé. Dès lors, une première question centrale se pose. Pourquoi Histoire d'eau de Pauline Réage connaît ce que Jacques Hébert appelle une censure qui ne dit pas son nom? Une première réponse est proposée par Réginald Hamel, cité par Pierre Hébert dans son dictionnaire de la censure, qui était un témoin convoqué par la défense et qui explique: il y a eu beaucoup d'ouverture des mentalités dans les années 60, mais Histoire d'eau comportait, malgré une langue très littéraire, des scènes de sadisme, masochisme, de sodomie, d'homosexualité et de domination humaine assez impressionnantes, même dans une société qui se voulait plus libertaire. La sexualité dans Histoire d'eau y était en effet plus explicite et plus sulfureuse que dans l'amant de Lady Chatterley de D.H. Lawrence, qui racontait la relation amoureuse dans l'Angleterre du début du XXe entre une aristocrate et un garde-chasse. La question que pose Jacques Hébert, c'est: le roman pourrait-il pervertir tous les gardes-chasse du Canada? La réponse de la justice canadienne semble avoir tranché et répondu par la négative. Mais revenons au procès d'Histoire d'eau et de l'argumentaire juridique utilisé par la défense. Il se pose, je le disais déjà, un problème capital pour la défense: défendre une œuvre littéraire susceptible d'être obscène pour la Cour en insistant sur des points qui ne pourraient pas servir l'accusation. En d'autres termes, il faut éviter pour la défense d'utiliser des arguments qui se retourneraient contre elle. La raison à cela, le procès The Story of O, donc c'est la traduction anglaise d'Histoire d'eau, qui est parue avant la publication française, et qui est en fait une sorte de condensé des passages les plus salaces, et c'est une traduction quand même assez partielle et selon la justice assez erronée, parce qu'en fait ça relèverait plutôt de l'invention, donc ça n'a d'Histoire d'eau que le titre. D'où la nécessité à la défense de prouver son innocence et non l'inverse. Qu'est-ce qu'il en est dès lors de la version originale française? L'avocat de la défense, Laurent Drouin, reconnaît son incapacité à défendre seul le roman. C'est le début le premier procès. J'ai essayé de lire le livre, même si je suis avocat depuis 35 ans, je ne crois pas avoir la compétence voulue pour pouvoir parler au tribunal en toute connaissance de cause sur l'honnêteté ou la non-honnêteté. J'ai étudié la cause de Lady Chatterley. Les juges de la Cour suprême qui ont étudié la cause, un juge a bien dit qu'il était très content d'avoir eu l'occasion d'entendre le témoignage de 2 experts sur les mérites authentiques du livre dont il s'agit. Le premier témoin appelé à la barre par la défense est donc Réginald Hamel, celui que je citais tout à l'heure, un professeur de littérature à l'Université de Montréal et directeur de recherche. Sa tâche est ni plus ni moins que de prouver que dans le livre, dans son intégralité, il n'y a pas d'érotisme indécent. Pour cela, il fait appel aux statistiques, à travers une étude sémantique de l'ensemble de l'ouvrage. Sur 243 pages, écrit-il très précisément, dont la moyenne des lignes à la page est de 27, soit 6423 lignes de texte en tout et partout, j'ai relevé, touchant sur le point sémantique, 1625 lignes de texte, soit 39,52%, de texte que l'on pourrait qualifier d'érotique, ou traitant d'érotisme, non pas dans le sens péjoratif du terme, mais en ce qui a trait à l'amour. Alors, votre seigneurie, à partir de cette statistique, je ne vois pas comment ce livre pourrait être érodique en soi ou consacré totalement à l'érotisme. Réginald Hamel a tendance à nier l'idée même d'érotisme dans l'œuvre.
Et il fait de l'érotisme une notion très éloignée de la pornographie. Il s'agit selon lui d'une œuvre expérimentale n'ayant aucune description pornographique. Sa défense statistique sera même reprise à son compte par l'accusation. Ils montreront ainsi que 39% de l'ouvrage est obscène, compte tenu de la représentation violente de la sexualité en plus des descriptions érotiques. Ils feront appel aux mots dangereux et nocifs, selon eux, du sadomasochisme, de l'onanisme, de l'échangisme, de la flagellation, pour déclarer, sans le prouver, qu'Histoire d'eau est obscène. À la fin, Réginald Hamel finit par louer la valeur littéraire de l'ouvrage, pour discréditer toute accusation infondée, tirer en fin de compte Histoire d'eau vers la littérature, plutôt que la pornographie. Le mérite littéraire du volume est incontestable sur le plan du style, un style d'une grande sobriété, où il n'y a aucune bavure. Il conteste aussi l'idée même d'obscénité. Dans l'absolu, l'obscénité n'existe pas, car c'est le motif pour lequel on accuse l'œuvre littéraire. Le spécialiste nie qu'il y ait une quelconque obscénité dans le roman. Le témoin qui suit, Réginald Hamel, est un autre spécialiste qui représente la sphère scientifique de la sexologie. Franz Manouvrier est un sexologue, directeur de l'Institut de sexologie à Montréal. Celui-ci, affirmant la nécessité artistique dans l'évolution des mentalités et des mœurs, révèle qu'il a lu le roman et qu'il a pris conscience de l'importance qu'il pourrait avoir dans l'éducation sexuelle des lecteurs. Il insiste même sur sa valeur thérapeutique. Il parle du livre comme de la pénicilline, et là encore inscrit le roman au sein d'une littérature respectable. En ce sens, j'estime que l'Histoire d'eau essaye, comme le faisait Zola dans ses romans, de présenter des situations qui nous choquent, comme elles choquaient autant de Zola. Parce qu'elles sont peut-être dures, mais elles nous semblaient dures parce qu'elles sont cachées, et parce que nous n'en avons pas conscience, et parce qu'elles font partie du plus profond de nous-mêmes. Comme c'est joli. Mais l'ouvrage est si littéraire d'ailleurs qu'il ne s'adresse pas au commun des mortels. C'est l'idée qu'on comprend. À la question « Doit-on le recommander au grand public ?» le témoin répond « Oui, au public en général, parce que comme je vous l'ai dit, une partie n'y comprendra rien, et le public qui le comprendra sera amené à réfléchir sur certains éléments qui apparaissent dans la société, certains éléments auxquels nous aurons affaire au cours de l'évolution de la société humaine. Certains éléments. » Grâce à ce deuxième témoignage, on observe qu'Histoire d'eau peut avoir un apport scientifique, et que pour cette raison, il n'est certainement pas obscène, mais plutôt éducatif pour la communauté humaine et québécoise. Celle-ci, d'ailleurs, ignorante de certaines choses, peut apprendre et accepter les tabous dont il est question dans le roman, les thèmes de la soumission, de la souffrance, de la dépendance amoureuse, généralement peu évoqués, qui permettent une représentation et une acceptation dans le roman plus grande pour l'imaginaire collectif. Une dernière institution vient témoigner pour défendre l'œuvre. Après l'autorité universitaire en matière littéraire et l'autorité scientifique en matière de sexe, vient l'autorité journalistique, en la personne de Louis Morisset. Ce troisième témoignage vient attester de la valeur littéraire de l'ensemble de l'ouvrage d'une manière qui se veut objective. Mais comment dans ce domaine le faire ? Il commence par des commentaires tout à fait personnels, en ce qui concerne le style, qui ne risque pas de convaincre le juge Anctil, qui semble sûr de son fait et de ses préjugés. D'ailleurs, je précise qu'après lecture d'une dizaine de procès-verbaux, je ne peux toujours pas attester s'il a, oui ou non, lu Histoire d'eau de Pauline Réage. Et je dirais même le contraire. Voici ce qu'il dit. Un style absolument remarquable. C'est une écriture qui n'est pas ordinaire. J'y ai trouvé une inspiration évidemment hors de l'ordinaire, mais qui, elle aussi, ne vise pas d'abord à choquer, mais plutôt à faire réfléchir. J'ai trouvé dans ce livre que l'auteur s'était donné un but au départ et qu'il poursuit ce but inlassablement jusqu'à la fin. Ça se déroule presque comme une tragédie grecque. Le style, l'écriture, la réflexion, l'auteur et la tragédie grecque, autant de termes connotés qui cherchent une parenté directe avec l'histoire littéraire et l'œuvre artistique. Pourtant, les formules et la présence appuyée du jeu du critique littéraire font entendre le caractère uniquement subjectif du propos. C'est sur un ton semblable que le témoin défend l'œuvre en faisant appel à l'autorité de sommité du monde littéraire. Il précise en préambule que Jean-Jacques Pauvert a déclaré que le livre était un chef-d'œuvre. On lui a rétorqué que Jean-Jacques Pauvert était l'éditeur et que, en théorie, il n'irait pas dire le contraire de son œuvre éditée. Et voici ce qui suit.
Ce qui me confirmerait dans cette opinion qu'il s'agit d'une œuvre littéraire et d'une œuvre artistique hors de l'ordinaire, c'est que lorsqu'on a cherché à en attribuer à quelqu'un la paternité, on a invariablement vu sortir le nom d'un grand écrivain, soit celui de Jean Paulin, le préfacier, qui est de l'Académie française, et on a même été jusqu'à prétendre qu'il a été écrit par André Malraux. Il parle aussi d'Albert Camus, mais Albert Camus il soutenait le roman, mais il avait une phrase malheureuse parce que il disait que seul un homme aurait pu écrire un roman pareil. S'il y a bien de la maladresse dans sa défense, dans la défense de Louis Morisset, il exprime ici ce qui est une des raisons de la polémique, le nom féminin qui y est associé. La question pourrait se poser en ces termes. La parenté d'une femme derrière l'œuvre n'a-t-elle pas précipité le procès ? La question, tout au long du procès, est restée en suspens. Un peu plus loin dans son témoignage, c'est à une autre autorité que Louis Morisset fait appel, à sa casquette d'écrivain. Étant écrivain, j'ai besoin de m'éclairer sur la psychologie des êtres. Et ce livre a été, quant à moi, très utile pour ce qui est de m'éclairer sur certains aspects de la psychologie féminine, qui restent pour nous assez obscurs jusqu'à présent. Je crois que depuis le paradis terrestre, ça c'est ce qu'il dit un peu plus loin, l'attrait du fruit défendu reste encore quelque chose qui intéresse l'individu, qui ne laisse pas l'individu indifférent. Que faut-il retenir en fin de compte de ces trois témoignages ? Peut-être que les preuves pour permettre d'apprécier littérairement Histoire d'eau, la quête de preuves scientifiques permettant de prouver sa non-obscénité, relèvent non seulement de la plus pure subjectivité, mais aussi de critères littéraires qui ne sont pas connus ou compris, je dis bien compris, du milieu juridique. Chacun des témoignages néanmoins cherche à démontrer les valeurs littéraires d'Histoire d'eau, comme je vous l'ai montré, qui seraient indéniables. Ils cherchent tous à en faire une œuvre marquante qui laissera une empreinte dans l'histoire littéraire et de ce fait, ils seraient fous de la censurer ou de l'atteindre par une quelconque loi ou motif juridique. Comme si on ne pouvait l'enfermer, on ne pouvait enfermer sa beauté éternelle dans un carcan juridique soumis à l'appréciation subjective d'un juge conservateur. Les témoins, dans leur défense, démontrent enfin une difficulté à apprécier, à juger une œuvre contemporaine, surtout si peu d'années après sa publication, et alors que l'histoire littéraire quant à son livre, son auteur, rien de tout cela n'est encore connu. Ils ont beau proposer des dizaines de pages interprétant le symbolisme de l'œuvre, cela reste abscon pour les autorités juridiques, qui semblent rétives à tout avant-gardisme. Je passe vite. Pour comprendre ce qui est en jeu, je reformule certaines des questions que j'essayais de formuler en introduction. Comment en est-on arrivé à un livre qui, étant publié plus de 10 ans auparavant, se retrouve condamné ? Et surtout, pourquoi, une fois la condamnation établie, peut-on parler de censure ? Que deviennent tous ces témoignages dans l'appréciation juridique du juge ? Il faut, à ce stade du procès, évoquer la loi 150 du Code criminel sur l'obscénité. Cette loi stipule en effet que la distribution ou la circulation de tout écrit ou autre chose obscène est interdit et rend passible de prison ou d'une amende quiconque, sciemment et sans justification et excuse légitime met cet écrit ou toute autre chose obscène en vente. À partir de 59, la définition s'étoffe. Est réputée obscène désormais toute publication dont une caractéristique dominante est l'exploitation indue des choses sexuelles, à travers plusieurs de ces motifs notamment, le crime, l'horreur, la cruauté et la violence. Ces ajouts à la première loi ont permis de sauver les œuvres littéraires qui contenaient certains passages soi-disant obscènes, et notamment l'amant de Lady Chatterley. Pour Histoire d'eau, après 3 appels, le livre a été condamné, et la contestation rejetée au motif que les témoins n'ont pas réussi à prouver la non-obscénité de l'ouvrage. La plupart des juges, ces juges conservateurs de culture souvent sclérosée, imprégnés de jansénisme selon Jacques Hébert, confirment le caractère obscène de l'ensemble de l'œuvre. Parmi les condamnations proclamées par différents juges lors de sa condamnation en appel du 10 juin 69, on retient notamment celle-ci. Si l'auteur a voulu démontrer symboliquement la supériorité de l'âme sur le corps, il devait livrer son message dans des termes acceptables par la morale publique. Et ce jugement, à la fin, asséné par une formule péremptoire. La morale publique ne peut être sacrifiée au progrès. Parmi la plupart des juges conservateurs qui considèrent Histoire d'eau d'un œil négatif, il en est un qui sort du lot et qui exprime un jugement éclairant sur l'œuvre littéraire, sachant apprécier les qualités littéraires comme la modernité. Voici ce que le juge Montgomery, un juge anglophone, considéré comme dissident, dit, je traduis, « La liberté d'écrire des livres et ainsi de diffuser des idées, des opinions et des concepts propres à l'imagination, la liberté d'aborder les activités, les occupations et les fautes des êtres humains,
Tout ceci est essentiel au progrès dans une société libre. Selon ma vision de la loi, de telles libertés ne devraient pas être, sauf dans des circonstances exceptionnelles, restreintes. À vrai dire, je trouve bien peu de choses dans ce livre qui pourraient persuader quiconque de l'acheter dans le but d'un plaisir érotique. Je finirai sur quelques mots de Boris Vian, qui, à l'occasion d'une conférence, défendait l'utilité d'une littérature érotique. Oui, bon, ça je l'ai cité par plaisir parce que c'était quand même assez amusant. Je crois qu'elle doit être d'abord une préparation, une incitation et une initiation pour tous ceux que des circonstances défavorables, un milieu social inadéquat ou des nécessités diverses sont privés d'une cousine de 16 printemps ou d'une jeune maîtresse de piano. Pour tous ceux dont les parents n'avaient qu'une bonne de 75 ans depuis 5 lustres dans la famille. Voici comment il commence sa conférence et il la finit sur ces termes. Après des années de lutte avec des prudes, des bigots et autres psychopathes qui décident ce que nous devons ou ne devons pas lire, ce n'est pas la qualité intrinsèque du livre qui compte lorsqu'on le qualifie d'obscène, mais son influence hypothétique sur une personne hypothétique qui, dans un moment problématique de l'avenir, peut hypothétiquement lire ce livre. Nous en avons eu une belle illustration. Merci beaucoup, Julien.